Tu peux par exemple identifier un appartement bien situé. Je me rappelle par exemple, j'ai travaillé sur un projet. Bon, à la fin, je ne me suis pas entendu avec le vendeur. J'avais trouvé un immeuble très bien placé en face d'une université. Et c'était en fait un immeuble de 3 appartements et chaque appartement était T3. Donc, s'il fallait diviser pour les étudiants, je devais me retrouver à 9 pièces pour les étudiants, 9 chambres pour les étudiants. Et ils avaient leur salon. Ils avaient voilà, leur espace avec la cuisine, la douche et tout le reste, c'était super, mais on ne s'est pas entendu sur le prix. Normalement, c'est un immeuble pour 3 familles. Et peut-être ces 3 familles-là vont peut-être payer chacun 400 € ou bien 500 €, on est à 1500 €. Mais si tu donnes ça à 9 étudiants, les 9 étudiants, là, si chacun te donne 300 €, tu es à 2700 €. 2700 € moins 1500 €, le calcul est très vite fait. Donc de cette façon-là, tu utilises un immeuble qui est normalement réservé pour 3 familles. Si ça dépend maintenant de la situation géographique. Si la situation géographique te permet de mettre ça à disposition des étudiants, tu meubles en meublant, tu augmentes de manière automatique le cash flow. Tu te proposes donc ça à 9 étudiants bien meublés, bien équipés et tout. Tu mets ça à disposition des étudiants. Le seul problème, c'est que les étudiants sont là peut-être pour 5 ans, maximum 6 ans et tout. Ils vont partir. Donc, il faut donc être prêt. Il y a d'autres qui viennent étudier en 3 ans. Ils ont leur bachelor, ils s'en vont. Donc, tu dois être prêt à chaque 3 ans, n'est-ce pas, à retravailler dans le bien. Parce que quand l'étudiant sort, il va falloir rénover, il va falloir retaper ou bien il va falloir chercher un autre locataire et tout. C'est du travail. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Sopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation qui peut être, formation immobilière naturellement, qui peut être en présentiel ou virtuel. Je parle également de mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et puis on va étudier leur cas. Je vais leur proposer certainement plusieurs stratégies qui vont leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier. Je vais aborder la thématique sur le cash flow. Je vais te proposer quelques stratégies dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter ton cash flow? Quand tu es un investisseur immobilier, tu sais ce que ça signifie un cash flow. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder cette thématique et je vais te présenter également quelques stratégies qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton cash flow. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder la thématique sur le cash flow dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, je vais définir ce que c'est le cash flow pour un investisseur immobilier. Je vais également te proposer quelques pistes de solutions qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton cash flow. Pour cela, je vais utiliser également mon tableau, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas ennuyeux, pour que ce soit un peu plus vivant. Voilà. Déjà, le cash flow, c'est quoi? Je vais utiliser une simple formule. Hein. Le cash flow, c'est quoi? Lorsque tu investis dans l'immobilier, lorsque tu achètes un bien immobilier locatif, généralement, je conseille d'acheter un bien, pour acheter, je conseille d'utiliser le levier de la banque pour acheter un bien locatif, pour profiter de tous les avantages, les avantages fiscaux, pour profiter, n'est-ce pas, les avantages de l'effet de levier, n'est-ce pas, tu utilises l'argent de quelqu'un, tu prends le crédit et c'est quelqu'un d'autre qui rembourse. Bref, je conseille toujours de prendre le crédit pour acheter un bien immobilier locatif. Si tu achètes donc un bien immobilier locatif,
tu as acheté un bien immobilier. Un bien immobilier. Pour cela, tu as besoin d'un crédit. N'est-ce pas? Et lorsque tu prends le crédit, la banque t'octroie un crédit et tu as une mensualité que tu dois payer. Ce que je vais abréger ici, MS mensualité, qui n'est rien d'autre que les intérêts, n'est-ce pas, que je vais abréger N plus le remboursement. Bon, déjà ça, le remboursement, ça c'est ton patrimoine, c'est ton patrimoine. Bien que tu verses à la banque, tu verses la mensualité à la banque, ce qui est pour la banque, c'est les intérêts. La banque prend les intérêts parce que elle t'a donné elle t'a donné de l'argent et en retour, tu payes les intérêts. Le remboursement, c'est juste le remboursement de ta dette. En fait, c'est toujours ton argent. Puisque tout ce que tu rembourses là, lorsque tu vas vendre le bien, tu ne vas plus payer, rembourser la dette complètement. Tu vas rembourser la dette restante. En fait, c'est ça. Et plus tu rembourses la dette, plus le crédit diminue et plus les intérêts diminuent aussi. Donc, c'est très important. Donc, voilà la mensualité. Et comment se calcule le cash flow? En dehors de la mensualité, il y a également, c'est un bien locatif, donc ça veut dire qu'il y a les revenus locatifs. Il y a les revenus locatifs, je vais appeler ça, disons, juste RL, hein, revenus locatifs. N'est-ce pas? Il y a les revenus locatifs. Bon, comment je fais pour calculer mon cash flow? Mon cash flow mensuel, je vais mettre la cash flow par mois, ce n'est rien d'autre que déjà les revenus locatifs que j'appelle RL. J'enlève la mensualité que je paie à la banque chaque mois. Ce n'est pas tout. Il y a également les frais d'entretien. Et lorsque tu achètes un appartement, par exemple, dans un immeuble, il y a les frais d'entretien. Il y a la part du bailleur et il y a la part du locataire. Voilà, c'est vrai, le locataire a la plus grande partie parce que c'est le locataire qui vit à l'intérieur, c'est le locataire qui consomme le chauffage et tout. Donc, tu ne vas pas payer son chauffage. Donc, la plus grande partie, c'est le locataire qui endosse, mais le bailleur a également une partie parce que voilà, l'administrateur de l'immeuble a également un salaire. Voilà, tous ceux qui s'occupent du bien sont également payés, les assurances et tout le reste. Le bailleur a également une responsabilité. Donc, je vais écrire ici moins entretien, les frais d'entretien. Je vais appeler ça FE comme frais d'entretien pour que ce soit, voilà, pour qu'on se retrouve, les frais d'entretien. Voilà ce qu'on appelle cash flow. C'est-à-dire que lorsque j'ai mon cash flow, ici, je ne tiens pas encore compte des impôts parce que pour calculer les impôts, il y a d'autres considérations qu'il va falloir faire. Il faut aussi regarder tout ce que tu vas dépenser l'année pour que ton investissement fonctionne. Si peut-être tu as fait une modernisation, tu dois tenir compte de la modernisation, des frais de modernisation. Tu vas tenir compte également des frais d'amortissement. L'amortissement, c'est l'avantage que l'État te donne lorsque tu mets un bien, à la disposition des autres citoyens en location. Donc, c'est pour ça que je ne tiens pas compte des impôts ici. Donc, le cash flow mensuel donc, est égal donc, à ton revenu locatif ou alors le loyer moins la mensualité, moins, n'est-ce pas, les frais d'entretien. C'est ça, c'est ce qu'on appelle ici cash flow. Comment faire donc pour augmenter ton cash flow? Il y a plusieurs stratégies pour augmenter le cash flow. Premièrement, je vais poser la question ici, comment faire pour augmenter ton cash flow? Voilà, tu as acheté, voilà, il y a plusieurs stratégies, hein. Il y a plusieurs stratégies. Par exemple, la première stratégie pour augmenter ton cash flow, tu peux, n'est-ce pas, la modernisation de ton bien. Tu modernises le bien et lorsque tu modernises le bien, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, tu peux décider, voilà, tu as déjà acheté le bien, il y a un locataire à l'intérieur. Tu peux par exemple voir le locataire, tu dis, bon voilà, ta douche est déjà assez vieille et tout. J'ai besoin de, peut-être, est-ce que je peux avoir 3 mois ou bien 2 mois pour rénover la douche? On rénove la douche, peut-être s'il y avait, voilà, en fait, tu modernises toute la douche. En modernisant la douche, tu dis déjà au locataire que voilà, comme je modernise là, après avoir modernisé, je vais augmenter le loyer de 50 € ou bien de 30 €.
En augmentant le loyer, directement, tu augmentes de manière automatique ton cash flow. C'est clair. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Par exemple, tu peux acheter un immeuble voilà, tu achètes un immeuble où il n'y avait pas les balcons. Et un immeuble, par exemple, de 6 appartements, il n'y avait pas les balcons. Voilà, tu décides donc de prendre un crédit de modernisation à la banque pour monter ces balcons-là. Et tu montes le balcon, les 4 balcons, parce que bon, au rez-de-chaussée, ils n'ont pas besoin de balcon. Les 4 balcons, tu vas peut-être dépenser par balcon, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Pour les 4 balcons, tu seras autour d'à peu près 50 000 euros pour cet investissement-là. Tu as pris ce crédit, n'est-ce pas, pour construire les balcons. Quand tu construis les balcons, tu vas déduire donc ces frais de modernisation. Ces frais de modernisation sont les dépenses pour ton investissement. Donc, tu vas déduire ça en fin d'année dans tes impôts. C'est-à-dire que ça va te permettre de réduire ta charge fiscale et l'administration fiscale va te restituer presque la moitié en fin d'année. Donc, ça c'est un agent qui ne sort pas de tes poches, c'est la banque qui finance. C'est vrai, la banque finance, mais tu dois rembourser ça sous forme de... C'est un crédit, tu vas rembourser ça, tu vas payer les intérêts, tu vas payer également le remboursement. Mais c'est un agent qui ne sort pas de tes poches et tu ne payes pas cash. Je veux dire que c'est pas moi que tu payes, mais la même année, l'administration fiscale te restitue presque plus de 40%. Donc, ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, le fait de le faire déjà augmente la valeur de ton bien immobilier. Et en plus, maintenant, lorsque tu as conçu le balcon, tu as installé le balcon, tu dis au locataire que bon, je vais mettre le balcon dans les meubles. Et voilà, si je mets le balcon, c'est naturellement, j'augmente la superficie du bien. Et si j'augmente la superficie du bien, le loyer ne peut plus être la même chose. Donc, avec cette mesure-là, tu augmentes le loyer. Donc, en augmentant le loyer, tu augmentes de manière automatique, n'est-ce pas, ton cash flow. Et un autre élément, c'est quoi? Donc, il y a la modernisation. Le deuxième élément, n'est-ce pas, c'est l'augmentation du loyer. L'augmentation du loyer. C'est très important. Il y a certains bailleurs qui sont parfois paresseux, qui ne prennent pas le temps déjà de regarder ce qu'on appelle en allemand le Mietspiegel. C'est-à-dire que en fait, c'est une plateforme qui te présente quel est le niveau maximum du loyer que tu ne dois pas déborder dans une localité précise. Donc, c'est très important. Avant d'augmenter le loyer, tu dois regarder d'abord ce Mietspiegel-là. Et du coup, il y a les bailleurs qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils ne regardent pas il faut regarder le Mietspiegel, il faut regarder, il y a l'inflation. Si dès le départ, tu n'avais pas précisé ça dans le contrat de bail. Et parce que moi, par exemple, j'ai certains contrats de bail avec certains locataires où je mentionne déjà combien ils vont payer dans 5 ans, dans 10 ans. Je tiens compte également de l'inflation et tout. Je peux dire par exemple qu'il entre aujourd'hui, disons le 1er janvier 2024, il paye peut-être 500 euros. Et à partir du 1er janvier 2025, il paye peut-être 525 euros. Le 1er janvier, 3 ans plus tard, il paye peut-être 600 euros. Bref, c'est déjà défini comme ça dans le contrat de bail. Donc, avant de signer le contrat de bail, il connaît ce qu'il va payer les 10 prochaines années. Donc, c'est un peu ça. Tu peux définir ça comme ça. Mais si tu ne l'as pas fait, tu as donné un contrat de bail normal, tu vas devoir donc utiliser comme argument l'inflation. Et la loi stipule que tu as le droit d'augmenter ton loyer de 15 à 20% chaque 3 ans. Ça veut dire quoi? Il y a les bailleurs, par exemple, il y a certains biens que je visite parfois, je demande aux vendeurs que bon, le loyer, ça fait 10 ans que tu n'as pas augmenté le loyer, qu'est-ce qui s'est passé? L'agent immobilier va te dire que oui, le bailleur n'avait pas le temps pour s'en occuper et tout. Il y a beaucoup de bailleurs qui négligent cet aspect-là. Or, le loyer est très important. Avec le loyer, l'augmentation du loyer augmente de manière automatique la valeur du bien et de la même façon, ça augmente ton cash flow. Donc, si tu veux à ce que chaque 3 ans, tu augmentes le loyer de 15 ou de 20%, alors tu augmentes ton cash flow de manière automatique. Ça, c'est le deuxième élément. Voilà. Et l'autre troisième élément, c'est encore une location spéciale. Donc, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu meubler l'appartement. Donc, en fait, c'est quoi? Tu peux, par exemple, identifier un appartement bien situé. Je me rappelle, par exemple, j'ai travaillé sur un projet. Bon, à la fin, je ne me suis pas entendu avec le vendeur. J'avais trouvé un immeuble très bien placé en face d'une université.
Et c'était en fait un immeuble de 3 appartements et chaque appartement était T3. Donc, s'il fallait diviser pour les étudiants, je devais me retrouver à 9 pièces pour les étudiants, 9 chambres pour les étudiants. Et ils avaient leur salon. Ils avaient voilà, leur espace avec la cuisine, la douche et tout le reste. C'était super, mais on ne s'est pas entendu sur le prix. Normalement, c'est un immeuble pour 3 familles. Et peut-être ces 3 familles-là vont peut-être payer chacun 400 euros ou bien 500 euros, on est à 1500 euros. Mais si tu donnes ça à 9 étudiants, les 9 étudiants, là, si chacun te donne 300 euros, tu es à 2700 euros. 2700 euros moins 1500 euros, le calcul est très vite fait. Donc, de cette façon-là, tu utilises un immeuble qui est normalement réservé pour 3 familles. Si ça dépend maintenant de la situation géographique. Si la situation géographique te permet de mettre ça à disposition des étudiants, tu meubles en meublant, tu augmentes de manière automatique le cash flow. Tu proposes donc ça à 9 étudiants bien meublés, bien équipés et tout. Tu mets ça à disposition des étudiants. Le seul problème, c'est que les étudiants sont là peut-être pour 5 ans, maximum 6 ans et tout. Ils vont partir. Donc, il faut donc être prêt. Il y a d'autres qui viennent étudier en 3 ans. Ils ont leur bachelor, ils s'en vont. Donc, tu dois être prêt à chaque 3 ans, n'est-ce pas, à retravailler dans le bien. Parce que quand l'étudiant sort, il va falloir rénover, il va falloir retaper ou bien il va falloir chercher un autre locataire et tout. C'est du travail. Mais en dehors de ça, quand même, on parle là d'une différence de 1500 euros à 2700 euros. On parle là d'une différence de 1200 euros. C'est énorme pour un seul immeuble. Donc, c'est possible. Donc, du coup, la stratégie de meubler l'appartement peut bien t'apporter. Tu peux également utiliser la stratégie de et ça augmente ton cash flow. Tu peux également utiliser la stratégie du Airbnb. Oui, mais il faut faire attention ici avec les impôts parce qu'il y a un montant que tu ne dois pas déborder. Si tu fais des revenus supérieurs à 24 000 euros, je ne sais pas si ça va augmenter, mais 24 000 euros, je vais encore vérifier. 24 000 euros par an, tu vas devoir payer les impôts. Donc, si tu te décides pour la stratégie Airbnb, il faut faire tout et tout pour causer avec, n'est-ce pas, un expert, avec un fiscaliste. C'est très important, ce qu'on appelle en allemand Steuerberater. C'est très important pour ne pas te retrouver en train de te lancer dans un business et puis tu as les impôts à payer, tu ne payes pas, ça sera ce qu'on appelle l'évasion fiscale. En allemand, c'est Steuerhinterziehung. Fais extrêmement attention. Donc, il y a la stratégie du Airbnb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes un endroit bien, il faut faire très attention. Tu regardes par exemple un appartement dans un centre-ville et tu achètes, tu équipes, tu meubles et pour mettre ça donc à la disposition des visiteurs ou bien des travailleurs qui vivent loin et tout. Et voilà. Et tu ne vas pas louer ça. Si peut-être dans la localité, une location normale, c'est 10 euros le mètre carré. Tu peux facilement mettre ça même à 16 euros le mètre carré. C'est 6 euros le mètre carré là de différence. C'est ça ton cash flow. Ça augmente ton cash flow de manière brute, de manière brutale. Donc, une façon de dire que voilà, tu peux utiliser la stratégie Airbnb ou alors tu identifies un appartement dans une zone voilà, qui n'est pas loin peut-être d'une mer où les gens visitent beaucoup. Il faut faire cette étude-là, cette étude de la situation géographique. Sinon, tu vas te voir là en train d'acheter un appartement dans un endroit qui n'est pas approprié pour Airbnb et c'est la perte. Donc, on peut utiliser donc la stratégie du Airbnb. Il y a encore une autre stratégie. Voilà, tu peux utiliser ce que j'appelle généralement les lits pour les monteurs. Et les artisans. Généralement, il y a souvent les chantiers, c'est saisonnier, peut-être pour 6 mois, pour 1 an et tout. Il y a des personnes qui ont leur vie normale, quelque part dans une ville, ils ont leur famille et tout. Maintenant, peut-être pour un chantier dans une autre ville loin, pour 6 mois, pour 1 an, ils ne vont pas aller là-bas encore louer une autre maison carrément. Voilà, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils s'en vont, ils louent un lit dans un appartement. Donc, tu as un appartement simple, peut-être des T3. Avec des T3, tu équipes tout ça. Normalement, c'est équipé, c'est meublé. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, dans une chambre, tu mets 3 lits. Si c'est 3 pièces, ça te fait 9 lits. Un appartement, normalement, que tu peux, en mettant en location pour une seule famille, cette famille va te donner 500 euros, mais tu mets 9 lits. Et tu demandes à chaque personne de te donner 200 euros tous les mois, chaque lit. 200 euros fois 9, ça fait 1800 euros. Or, la famille demandait 500 euros. Tu as une différence de 1300 euros.
pour un seul appartement. Imagine si tu fais comme ça, tu identifies bien la zone. Généralement, les choses comme ça se passent dans à côté des grandes entreprises, par exemple comme Mercedes, comme Volkswagen, dans les endroits où constamment il y a les travailleurs saisonniers qui viennent, ou alors les endroits d'agriculture où les gens viennent par exemple de la Russie, de l'Ukraine, ou bien de l'Europe de l'Est et tout pour venir travailler pour une période peut-être de 3 mois. Là, ils ne vont pas venir acheter la maison ou bien louer une grande maison. C'est justement ce genre de logement dont sont appropriés pour eux. Tu peux également expérimenter ce couloir-là. Ça va te permettre également d'augmenter ton cash flow. Je trouve cette stratégie très, très intéressante. Bon, et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres stratégies. La liste est tellement longue. Voilà, il y a aussi la possibilité, moi par exemple, j'ai également parmi mes biens, j'ai également un bien où je travaille directement en collaboration avec une entreprise. Donc une entreprise est venue me dire que bon voilà, j'ai besoin d'un appartement, mais l'appartement je vais mettre parfois 4 employés dedans. Les 4 employés ne seront pas constamment là, ils peuvent venir peut-être pour 1 an, après ils partent. Mais pour cela, donc, on ne va pas commencer à chercher, on ne va pas se tirailler et tout. Je ne vais pas faire le Airbnb pour ça. Ce qu'on peut dire c'est quoi? Si peut-être je demande le loyer c'est 400 €. Puisque de temps en temps, il faudrait que, voilà, de temps en temps, les employés viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Donc, ils louent l'appartement sur une durée indéterminée, mais à chaque temps, peut-être chaque 6 mois, chaque 1 an, il y a les mouvements, il y a les entrées, il y a les sorties. Donc, du coup, si je peux prendre, pour une location normale, je peux prendre 500 € pour cet appartement. Comme il va le faire, il va faire vivre plusieurs personnes à l'intérieur, je lui demande peut-être 700 ou 800 €. Et au lieu de 500 €, je demande 800 €, ça fait 300 € encore de différence. Ça fait toujours pour un seul appartement. Si je fais comme ça pour 10 appartements, ça me fait 1000 € de 3000 €, 10 fois 300 €, ça me fait 1000 € de 3000 € de plus. Donc, si moi, mes coûts fixes s'élèvent à 3000 € par mois, alors rien que ces 10 appartements que j'ai là, qui me dégagent 3000 € supplémentaires comme cash flow, ça me suffit largement pour vivre de mes investissements, pour vivre de mes revenus locatifs. En fait, c'est ça. Voilà quelques stratégies, n'est-ce pas, qui peuvent te permettre, voilà, d'augmenter, voilà, ton cash flow. Donc, toi-même, tu vois qu'il n'y a pas de la magie. Tout c'est la connaissance. Voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux encore entrer en profondeur et tout, tu peux me contacter à tout moment. On va prendre un rendez-vous. Voilà, comme consultation, ou bien si tu as besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, je suis disponible. Il y a tellement d'opportunités, tellement de stratégies. Donc voilà en quelques mots donc, des stratégies qui peuvent te permettre d'augmenter ton cash flow. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que voilà, la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.